Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'Unicampus Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen consacrée à la ludopédagogie. On est aujourd'hui dans les studios du CEMU et pas au Gaming Lab pour cause de Turfu Festival. Et on est avec Nicolas Bonneau. Bonjour. Bonjour Nicolas, Jérôme Legripagès. Bonjour Florine. Bonjour Jérôme et Benoît. Bonjour. Hélène. Bonjour à tous. Et comme d'habitude, on retrouve aussi Lucie et Arthur en régie. Alors pour cette émission du mois de mars, on vous propose 3 temps forts. Le premier, ce sera un long débriefing sur le jeu Hégémonie, qui nous a occupés pour 2 parties dans les semaines passées. Ensuite, on va faire un petit intermède de jeu pour tester votre culture ludique, mais aussi, surtout, vos connaissances de ludopédagogue. Voilà, je vous en dis pas plus. Et puis, on fera un bilan du projet Loop qui arrive à son terme. Donc, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le live, à commenter. On sera ravis de prendre vos remarques. Donc, on commence avec Hégémonie, dont on voit la boîte sur le plateau. Hégémonie, qui est donc le sous-titre, c'est Lead Your Class to Victory, jeu de Vangelis Bagiartakis et de Varnavas Timotheou. Tu t'étais entraîné, peut-être que tu voulais le dire. Non, c'est super, je te laisse. Donc paru chez, on avait dit, donc, Hégémonique Project Games, et nous on a la version Don't Panic en 2023. Donc vous en avez fait 2 parties récemment. Je crois que Jérôme, tu voulais revenir déjà sur l'origine du jeu. Ouais, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il a été développé par des académiques, comme on dit, par des chercheurs. Donc, la genèse du jeu, c'est en 2017, à la fin de un peu de son HDR. Timotheou Varnavas s'est dit que pour pouvoir parler de ces sujets qui sont autour des politiques économiques et des sciences économiques et des sciences politiques, c'est les 3 sujets qui sont dans son champ de spécialité. Il était il était enseignant et chercheur au London King's College à l'époque. Il s'était dit qu'un jeu de plateau, ça pourrait permettre de simuler tout ça. Et donc, il s'est mis en relation d'abord avec des chercheurs, et puis ensuite, il a introduit dans ce projet des game designers. Et donc c'est intéressant parce que 2017, le jeu, il va y avoir un lancement, le Kickstarter, c'était en 2022. Et il va avoir un très gros succès finalement parce qu'ils étaient partis sur quelque chose, je crois, à 15 000 euros. Et ils vont les avoir en l'espace de 3-4 minutes, et ils étaient à 600 000 euros au bout de 20 jours, quelque chose comme ça. Donc en fait, il y a un gros succès ici, ce qui va leur permettre de pouvoir finalement prendre le temps de faire un jeu avec du matériel sur lequel je pense que tu voudras revenir. Et donc la particularité, je trouve vraiment, de ce jeu, avant de décrire ce qu'il est, c'est qu'il a été développé dans un esprit justement un peu de vulgarisation, de médiation, de compréhension de ces mécaniques qui peuvent nous échapper. Mais comment fonctionne la société et pourquoi c'est toujours les capitalistes qui gagnent à la fin, voilà, avec des questions que l'on peut se poser dans différents contextes. Voilà, plus sérieusement, je pense que c'est un exemple assez caractéristique et assez intéressant pour nous autres dans les écoles, les universités, qui parfois nous demandons comment on pourrait faire passer par un jeu de plateau. Donc c'est littéralement à la base un peu un jeu sérieux qui a été créé. Et aussi, pour continuer à parler du jeu sans parler du jeu, c'est un jeu qui a reçu une très 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 bonne réception. Nous, on l'avait... c'est, je crois, le premier jeu qu'on avait TSN en 2022. C'est le premier jeu qu'on avait dans les différents halls qu'on avait explorés. C'est le premier jeu qui avait retenu notre attention. On avait discuté temporairement avec... Il était à l'entrée en même temps. Il était à l'entrée en même temps, mais il y a 2 entrées, donc où est la sortie. Et donc on avait discuté avec l'auteur Timotheou Varnavas, et ça avait été... on s'était dit tout de suite, ouais, par rapport, nous, à des demandes d'enseignants, il y a quelque chose qui nous intéresse. Et il a reçu dans la communauté, pas forcément pédagogique, la communauté des joueurs, un excellent accueil. Il a une excellente note sur Board Game Geek, qui doit être à plus de 8, 7, quelque chose comme ça. Et même sur les vidéos des reviewers, ça marche bien. Ouais. Donc, on vante ce jeu comme un jeu ingénieux, profond. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est. Mais voilà, c'était pour parler un petit peu de ce jeu qui n'est pas un jeu d'un game designer qui s'est dit je vais faire un jeu complexe sur l'économie. C'est un jeu d'un chercheur qui a fait ça et qui s'est rapproché de game designer.
Et en fait, ça se rapproche de notre façon de fonctionner dans notre gaming lab, quoi. C'est plutôt un enseignant qui vient nous voir et on fait un jeu avec lui, quoi. Donc c'est assez... Voilà, c'est tout. Puisque tu as la parole, Nicolas, oui. Tu vas peut-être nous dire un petit peu en quoi il consiste. Qu'est-ce que c'est Hégémonie ? Alors, Hégémonie, c'est un jeu asymétrique, très très asymétrique. On en parle après, ce que c'est que l'asymétrie. Dans lequel, en fait, les joueurs... Donc, c'est un jeu compétitif dans lequel les joueurs, en fait, incarnent 4 aspects de la société. Donc, il y a la classe ouvrière, la classe moyenne, les capitalistes et l'État. Et chacun va essayer de sortir son épingle du jeu en marquant des points, et chacun a sa façon à lui de jouer. Et en gros, c'est une espèce un peu d'incubateur de société où on va pouvoir créer des entreprises, employer des gens, ça. On va pouvoir voter des lois pour changer des aspects du jeu, etc. Et voilà, et ça se joue... ce qui est à noter, c'est que ça peut jouer aussi en solo. Moi, j'ai un amour pour les jeux solo. Oui, il y a un gros automat qui gère les classes qui ne sont pas jouées. On n'a pas à tester encore, mais ça a l'air... Et je crois que la plupart des gens qui testent le jeu sur Internet jouent tout seuls, en fait. Ou jouent à 3 avec l'État qui est en bot. Ouais. Bot automat, c'est... L'État qui, pour moi, est le meilleur... Je pense, pour moi, c'est le plus asymétrique et c'est le meilleur rôle, en fait, du jeu, je trouve. Parce que c'est vraiment Parce que pour aller un peu dans le détail, la classe ouvrière va avoir des gens qui sont la classe ouvrière à mettre dans les entreprises. Il y a une mécanique de prospérité qui se retrouve aussi dans la classe moyenne, où ils vont acquérir des biens, et c'est un peu le bonheur. Voilà, faut épanouir sa population. Il y a une population à suivre aussi qui augmente. La classe moyenne, c'est quasiment la même chose. Ah, il y a les syndicats, la classe ouvrière, pas que j'oublie. On gère les syndicats, c'est comme ça qu'on fait des points de victoire. Il n'y a qu'une façon de faire des points de victoire, quasiment une ou deux par rôle. La classe moyenne, ils vont créer des entreprises et gérer le bonheur. Le capitalisme, ils vont créer des entreprises et gérer de l'argent. Et l'État, lui, il est un peu en dehors du truc. Il va plutôt, lui... gérer un peu l'environnement qui se passe en fait entre les 3 autres. Et c'est un peu le papa-maman du jeu, si je puis dire. Et je trouve qu'il a une mécanique assez marrante. Par rapport à la maternité assez... Parce on vote beaucoup dans le jeu, on peut proposer des lois, et c'est important de changer les lois selon nos intérêts, en fait. Au moment où on a partie qui dure sur 5 tours. L'État ne vote pas en fait dans les lois, mais par contre il peut influencer, il peut faire c'est un jeu, si on prend toutes les classes, c'est un jeu assez riche. À expliquer d'ailleurs, c'est très compliqué parce qu'il faut tout expliquer en fait. Faut expliquer chaque rôle de chaque joueur. C'est pas un pool commun en fait de règles qui s'appliquent à tout le monde, c'est vraiment chacun son petit machin. Même si entre le capitalisme, la classe moyenne et la classe ouvrière, il y a vraiment des choses qui sont très communes. L'État est vraiment différent, je trouve, dans le jeu. Donc c'est pas facile à expliquer. Et les parties durent 3 heures, je sais plus. À peu près. La deuxième partie avait dû faire 3 heures. Et il y a des cartes aussi, j'ai oublié de dire, c'est qu'on a un système de cartes et on a des actions par les cartes. On a des actions communes, pas basiques, et on a des actions par les cartes, en plus. Voilà. Il y a un système de mise aussi, je crois. De vote. De vote, oui, avec un sac qui est... Voilà, le sac qui est un peu particulier, avec... on peut jouer de l'influence pour voter les fameuses lois, justement. D'accord. Voilà. Chaque classe a son propre jeu de cartes avec ses propres actions et... Son propre plateau. Qui sont des actions... en fait, chaque faction a ses... Je veux dire faction... Hein, chaque faction a ses actions propres. Et les cartes sont des versions un peu boostées de ces actions de base, en fait. Qui vont faire des trucs un peu plus... Et on joue sur 5 tours. Et sur 5 manches, pardon. Et on a à peu près 5 tours par manche. On va pouvoir... voilà, en gros. Alors, on a dit qu'une des particularités du jeu, c'était qu'il était asymétrique. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce que c'est qu'un jeu asymétrique et quel intérêt ça peut avoir ?
Alors, la symétrie, ça veut tout et... Sans jeu de mots. Sans jeu de mots, on les a fait avant. Ouais, La symétrie, ça veut tout et rien dire, en fait. On considère qu'un jeu est asymétrique dès qu'il y a une mécanique de jeu qui va s'appliquer qu'à un seul joueur, par exemple, qui va... L'exemple d'un jeu de civilisation, voilà, je vais jouer une civilisation, je vais jouer comme tout le monde, sauf que ma civilisation va avoir un pouvoir en plus, une petite action supplémentaire, ça c'est déjà de la symétrie. Je connais même des joueurs de jeux d'échecs qui considèrent qu'il y a une forme d'asymétrie dans la mesure où l'une des couleurs commence. D'accord. Et que par la force des choses, on sait qu'il y a un pourcentage légèrement supérieur, on a 51-52% de chances de gagner si on commence à jouer. Blanc, ouais. Même Ce si qui fait chacun que joue dans une phase. on a les mêmes pièces, on a les mêmes déplacements, mais en fait, malgré tout, il y en a un qui commence et qui va ouvrir. Et l'autre va être dans une réaction. Donc là, on pousse un peu loin le concept. Des fois, c'est beaucoup plus manifeste. Là, quand on parlait d'Europa Universalis la semaine dernière, où il y en a un qui joue l'Espagne au XVIe siècle et qui possède la moitié de la carte, et puis l'autre qui commence en jouant le pape. Parce que la symétrie, elle se place à plein de niveaux. Mm. Parce que dans les repas, il y a de la symétrie, mais selon nos conditions de départ. Mais après, on a quasiment les mêmes options de jeu, en fait. On a les mêmes actions, quasiment. À part les petites cartes qu'on va piocher. Mais... Oui, Oui, je lève le doigt. Il lève la main. Je lève la main. Ici, je trouve que ce qui est intéressant dans la symétrie, c'est que on a quasiment toutes les dimensions de ce qu'on pourrait appeler un jeu asymétrique. C'est-à-dire on a un rôle unique, on a une façon de jouer qui est unique, avec un matériel aussi qui est unique. On a des objectifs qui sont presque antagonistes et divergents des autres. On ne peut pas tous gagner de la même façon, et ma façon de gagner risque d'être opposée à la façon de gagner des autres. Hégémonie est intéressant parce qu'il y a de l'argent qui circule, c'est-à-dire que ce qui va permettre de construire des biens va générer des salaires, mais les salaires vont être utilisés pour acheter les biens, et c'est ces équilibres-là qui sont intéressants, mais on a fait une partie où la classe ouvrière, ils étaient riches, hein, la classe ouvrière. Par contre, ils n'étaient pas heureux. Ils dépensaient rien, mais alors, ils avaient des livrets A, mais blindés. Et donc, en fait, et le capitalisme, par contre, lui, tout ce capital qui dormait et qui faisait qu'on n'achetait pas dans ces entreprises, il était un peu sur le marché international, mais ça a fait qu'il était quand même bloqué. Donc, parce que je pense que dans ce jeu-là, les classes ouvrières et les classes capitalistes, et quelque part un peu l'État, les classes moyennes, les classes moyennes, ouais. Il y a des antagonismes. Et donc, ça, c'est une dimension, je pense, une dimension très claire d'avoir des objectifs qui ne peuvent pas venir. Et puis, c'est l'idée d'avoir une expérience différente, surtout. Un vrai jeu asymétrique, j'ai l'impression qu'on était sur le même artefact, autour du même objet, et on n'a pas fait la même chose, on n'a pas vécu. On revient un peu à la symétrie du voleur et du prisonnier, enfin du policier et du prisonnier. En fait, on va pas vivre la même expérience de poursuivre quelqu'un ou d'être poursuivi, chercher à se cacher, ou quand on joue à cache-cache. Enfin, on retrouve cette dimension fondamentale d'une expérience qui n'est pas la même de jeu alors qu'on a joué ensemble. Et c'est là où peut-être, justement, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur l'avis un peu plus critique de la chose. Mais sur le fond, on a ça. Et c'est pour ça qu'on a sorti et mis en évidence Route, qui est aussi un jeu asymétrique. C'est peut-être plus toi qui peux en parler, parce que moi j'ai parcouru les règles, mais c'est... Je crois qu'il a été un petit peu décontextualisé, puisque à la base ça devait se passer pendant la guerre en Afghanistan. Et donc on joue des animaux de la forêt qui ont chacun effectivement des objectifs divergents. Moi je devais fédérer les rebelles de la forêt, Lucie était un vagabond voyageur. Enfin, donc, et il y a aussi des niveaux de difficulté qui sont différents selon les rôles qu'on incarne. Ce qui est très intéressant. Mais c'est encore plus asymétrique que Hégémonie, je pense, ouais. Ouais. Je pense parce que vraiment, là, il y a chaque groupe, faction, je sais pas quoi, a vraiment sa façon de jouer. Complètement. Lucie, pour le coup, n'était pas du tout dans un objectif agressif. Elle a pu aller explorer pendant 4 heures. Arthur, par contre, avait une puissance de frappe qui était énorme et un niveau qui était indiqué comme facile. Et il a pu donc se développer. Pour Arthur, et donc, en fait, ça oblige les autres joueurs à coopérer contre la puissance industrielle. Donc, un jeu asymétrique. Et peut-être
Avant d'aller plus loin dans la question de l'intérêt. Peut-être sur l'aspect matériel, parce qu'il y a... Parce que c'est un beau jeu aussi. Et Benoît, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Matériel assez riche, non, mais de qualité. Enfin, je sais pas, on a quand même, je sais plus combien on avait mis sur les illustrations et les visuels au niveau de notre livret d'analyse de jeu. Ah, dans le livret d'analyse. Ouais, dans le livret d'analyse. Enfin bon, mais voilà, ça c'est très clair, c'est de qualité. On est sur des plateaux creusés. Creusés, ça c'est cool. Contre-collé, tout ça. Non, agréable en tout point. Hein. Et après, petits ouvriers et des grands cadres. Parce que les ouvriers sont plus petits et le capitalisme n'existe pas. C'est pour les distinguer. J'imagine que l'immersion est assez facile du fait que ce soit un contexte contemporain, qu'on incarne des acteurs. Tout à fait. Tout à fait. Et les illustrations sont plutôt chouettes. Les illustrations sont chouettes. Même les cartes, vu qu'on est vraiment sur des cartes personnalisées en fonction de la classe qu'on a, ou l'état, ça renforce vraiment l'immersion. Après, est-ce que la qualité du plateau, la qualité des cartes, tout ça, en font un jeu agréable à jouer, je ne sais pas. Ça renforce l'expérience. Alors là, moi, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont souligné, et c'est pas pour accabler ou faire de l'anti-publicité. Le problème, les règles sont pas simples. On est pourtant plutôt hardcore gamer ici, donc ça ne fait pas spécialement peur, mais les règles sont pas simples. Elles sont assez longues, et le problème, c'est qu'il y a eu un souci de traduction, peut-être un empressement à traduire, et il y a énormément de coquilles dans la règle, dans le matériel de jeu, dans les cartes, où il y a des fautes de traduction, et donc c'est un jeu en anglais, et puis il y a des choses qui sont higher education, c'est pas university, et donc parce que dans le jeu, ça correspond à deux choses, et des fois, il y a eu des choses qui ont été inversées. Et la difficulté se ressentir dès la mise en place du jeu. C'est ça. Où on est obligé d'aller sur... Donc, c'est un peu la première impression en français. Et ça peut être des choses qui peuvent un peu affaiblir l'expérience de jeu. Sinon, peut-être attaquer l'aspect critique. Sur l'expérience de jeu, justement, Nicolas, un retour. Et sur pourquoi est-ce que, en tant que joueur, c'est intéressant ou pas ce système asymétrique ? Alors, la symétrie, c'est une lame à double tranchant, j'ai envie de dire. Parce que dans un jeu comme ça, où on va vraiment loin dans la symétrie et qu'on propose une façon de jouer différente par classe, le problème, c'est de ne pas avoir un gameplay assez riche par classe. Et de se retrouver à vite faire les mêmes choses. Enfin, c'est ce qu'on a remarqué, nous, quand on a joué, on a fait 2 parties. Et on s'est vite rendu compte qu'à partir de la manche 3, je crois, on commençait à avoir des boucles. Des boucles de jeu pas très fun, où on faisait tout le temps la même chose parce qu'on n'avait pas de moyens autres de marquer des points. Enfin, en tout cas, on ne les a pas identifiés. Parce que, pour chaque classe, il y a vraiment une façon de gagner des points qui est évidente. Et si on la fait pas, on peut pas gagner, c'est pas possible, on peut pas marquer de points. Et on peut pas vraiment expérimenter, se dire tiens, je vais plutôt jouer comme ça et puis essayer de gagner quand même. Non, il faut vraiment suivre la façon que le jeu nous dit de jouer, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est le problème des jeux asymétriques, c'est que il faut quand tu as un jeu qui est pas vraiment asymétrique et que tu as une richesse de jeu, il y en a pour tout le monde, en fait. Tu peux même si tu as le même set de règles, tu peux faire un truc, et puis un autre joueur fait un autre truc, etc. Là, c'est pas le cas, et du coup, il faudrait pouvoir proposer à chaque classe un gameplay profond, en fait, pour que ce soit... Alors, tu peux changer de rôle à chaque partie, pour découvrir, même s'il y a des rôles qui se ressemblent quand même beaucoup, quand même. Mais voilà, on s'est vite rendu compte qu'on tournait en rond, en fait, dans les parties qu'on a fait. Je pense qu'il y a vraiment ce côté, on peut hacker un peu le jeu, enfin, donc les joueurs, faut pas oublier, alors il y a 2 dimensions, il faut pas oublier d'une part qu'ils cherchent à maximiser leur chance de victoire pour l'essentiel d'entre eux, et se dire en fait,
pour gagner, il faut que j'ai des points de victoire. Et la façon de gagner des points de victoire, il n'y en a pas 10 000, effectivement. Voilà, la classe moyenne, elle a intérêt à faire des PME, produire des biens, acheter ses propres biens, et puis surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas d'étrangers qui arrivent sur le marché. C'est le truc à voir. Mais une fois qu'on a identifié ces choses-là, on gère une seule politique, les autres politiques nous arrangent, voilà, et puis finalement, on a une courbe de progression de points de victoire qui est assez performante. On se dit, je ne vais pas jouer différemment. Donc les 3/5 du jeu, on joue de la même façon une fois qu'on a compris ça. Et c'est la même chose pour le capitaliste qui, lui, a intérêt à produire et à vendre. Et si la classe ouvrière ne veut pas acheter, on vend à l'étranger. Et la classe ouvrière a intérêt à se multiplier pour pouvoir avoir des meilleures conditions salariales, peser sur donc plus on est fort, plus on est nombreux, avec des syndicats. Ce qui fait que voilà, c'est vrai qu'on a cet élément-là qui fait que quand on identifie la façon dont on peut gagner et qu'on a un peu cassé un petit peu le plaisir, il disparaît un petit peu, on a moins... voilà. Mais le joueur, il est aussi dans une dimension d'interprétation. Et ce qui était assez sympa, alors surtout sur la première partie, et de ce qu'on voit aussi dans les échos, c'est que l'espèce de stéréotype que représentent ces 4 acteurs de la société, qui sont un peu aussi présentés de façon archétypale, on se lance un petit peu aussi dans le jeu, à avoir des antagonismes. Voilà, parce que quand les impôts arrivent, je peux vous dire, ça râle. Mais il faut quand même des impôts pour payer les routes et que des fois venir en aide aux uns et aux autres. Mais c'est intéressant parce que justement, on retrouve des éléments des éléments de roleplay dans le jeu qui sont pas spécialement induits ou présents dans les règles, mais qui, je pense, émergent un petit peu et qui permettent, on en reparlera ensuite, dans la façon dont on va exploiter le jeu, d'aller déconstruire des représentations, déconstruire des discours, ou justement s'appuyer sur ces lois pour dire, voilà, vous voyez, c'est pénible un syndicat ou une grève. Et d'ailleurs, vous avez vu une grève, ceux qui sont le plus pénalisés, c'est les ouvriers eux-mêmes. On l'a pas trop vu, ça. Les aspects, je pense qu'on a compris que c'était quand même pénible de ne pas être payé. Ouais, mais ça n'a pas... le joueur capitaliste, ça ne l'a pas embêté tant que ça, en fait. Ah non, le capitaliste, ça l'a pas... c'est la grève, je trouve, dans ce jeu-là, surtout, c'est un truc un peu punitif pour pas qu'on fasse de grève. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un message politique derrière ou alors, je pense que oui. Alors, il l'assume, de toute façon. C'est un jeu qui nous permet, comme tu dis, d'être un peu dans un bac à sable pour pouvoir explorer des politiques économiques un peu différentes et voir un peu ce que ça a fait d'être sur un temps qui est un peu plus néolibéral ou un temps qui est un peu plus... on est en social-démocratie ou si on est sous la coupe du FMI, ça peut être aussi si l'État est endetté, qu'on a trop laissé l'État, voilà. On peut avoir une intervention d'acteurs internationaux. Et donc, ça permet de voir ça, mais je pense quand même qu'il y a qu'on a une espèce de ligne. Alors, je ne suis pas économiste, donc je ne pourrais pas la qualifier parfaitement, mais le jeu a quand même une forme d'expression voilà, qui tend à mon avis, à garder les uns et les autres à leur place. Enfin, et ça, c'est un positionnement, j'imagine, idéologique. Vu que... Et est-ce que c'est problématique d'avoir un jeu qui a déjà un positionnement ou est-ce que c'est intéressant Si on n'en fait pas de débriefing, c'est un problème. Si derrière, on dit... vous ne pourrez jamais, à part je crois que, je te montre les ouvriers, mais à moins que vous fassiez une coopérative agricole, vous avez le droit de faire ça, mais c'est les seules choses que vous pourrez faire. Il n'y a pas d'ascension sociale, il n'y a pas de révolution possible. On a des nuances dans la social-démocratie ou dans les démocraties occidentales. Et c'était c'est assumé, c'est dans les objectifs. Et l'État est faible, je trouve, dans le jeu. Il n'y a aucun moyen d'imposer quoi que ce soit. Tu as une vision des choses très, très étonnante. La politique, en ce moment, nous prouve que l'État peut imposer des choses. Et puis, dans le jeu, on peut carrément laisser l'État dans son coin et même pas jouer avec lui, en fait. Non, j'allais dire des trucs. Et c'est pour ça, et je pense que il y a une question peut-être dans le public, nous dit... À 3, l'État est un automat. Oui, on a eu une remarque de l'équipe de Et du team, ouais. C'est au sujet de la symétrie. Du coup, ils nous disent que dans la série Coin de GMT, ils apportent de la différenciation grâce à un deck de cartes commun qui permet de sortir de la routine. Donc,
Ouais, peut-être. Que dans la série Coin de GMT, ils apportent de la différenciation grâce à un deck de cartes GMT, qui permet qui permet de sortir de la routine, c'est bien ça? Ah, je connais pas. Vous connaissez un peu le... Ouais. Tu veux rebondir dessus, Jérôme? Oui. Ouais. De manière générale, il y a beaucoup de jeux ou de jeux de guerre, de wargames, qui aussi, justement, sont des jeux asymétriques et justement se nourrissent voilà, de systèmes, voilà, de mécaniques d'équilibrage, de relance de l'intérêt. Et heureusement, parce que les joueurs de wargame, quand on fait Waterloo 1815, au bout de 3 parties, j'espère qu'il y a des éléments qui font que, une fois qu'on a fait l'un à l'autre, bon, cela dit, c'est un mauvais exemple, parce que Waterloo 1815, c'est le jeu auquel je pense, il n'y a pas de 10 000 issues. Enfin, des fois, il y a Donc, on a dit peut-être un manque de liberté, voire manque de plaisir, mais par contre, on y voit un intérêt pédagogique. Oui, alors c'est un peu particulier. D'habitude, on parle plutôt de jeux sur lesquels on s'est plutôt amusé et que ça peut être, d'amuser à avoir pris du plaisir à jouer et d'identifier. Je pense qu'il y a voilà, la mécanique, les mécaniques, on était assez d'accord, et au bout de 2 parties, c'est assez rare qu'on arrive à être d'accord. Cela dit, au sein de l'équipe, on a des vues divergentes et des profils de joueurs, je pense, assez variés. Et on était assez d'accord pour dire, ouais, voilà, on n'était pas enthousiaste là-dessus. Par contre, sur l'exploitation pédagogique, là, on se dit, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant à faire. Parce que, d'une part, chacune des mécaniques est explicitée. Alors, je ne sais plus si c'est dans le livre de règles, ou en tout cas, c'est sûr, sur le site Hegemonic Project, ou Hegemonic Game Project, je ne sais plus comment. Project Games, ouais. Voilà, c'est le... Hegemonic Project Games, on va y arriver. Et ici, on a donc un onglet qui s'appelle Library, où chacun des auteurs explicite un petit peu tous les concepts, toutes les mécaniques de jeu sont explicitées dans une perspective de sciences politiques, sciences économiques, politique économique. Et ça, c'est vraiment c'est une vraie richesse. C'est-à-dire que je peux travailler sur ce jeu, si je me projette dans ses usages, je pense que moi je le jouerai tel quel, et ensuite j'irai essayer de faire travailler les étudiants entre eux pour essayer de voir comment ils peuvent, eux, identifier du concept, de la modélisation, et puis ensuite placer mon cours. Mais on pourrait le faire tout à fait aussi en se disant, je fais mon cours sur tous ces concepts-là, je les fais jouer, puis ensuite je leur demande d'aller constater les écarts au réel. Donc on a vraiment un jeu qui, par rapport à ce qu'il nous fait jouer, nous fait expérimenter au cours de la partie, nous amène, je trouve, à se poser des questions, à se dire, oui... la prise de décision collective, comment ça se construit, voilà, la macroéconomie, comment une politique en fait qui aboutit, comment elle peut susciter une adhésion ou pas, voilà, sur le rôle de l'État. Enfin, il y a des choses qui sur vraiment le fond. Hein, je parle pas de l'engagement ici, c'est vraiment sur les compétences académiques, me semble intéressante. En particulier, je trouve sur la prise de décision collective. Il y a une partie planification et gestion de ressources, mais si c'était juste pour ça, il y a d'autres jeux qui sont mieux fichus. Mais sur l'interdépendance des décisions et les chaînes de décision, je pense que c'est pas dans la règle, hein, c'est vraiment sur le site. Et vu que ça a été créé par un chercheur, on sait si c'est un jeu qui est déjà utilisé en sciences politiques et s'il y a des retours dessus. Ça fait partie de leur projet, justement, de pouvoir avoir dessus. Donc c'était un peu dans la discussion qu'on avait avec l'USN, jusqu'à ce qu'on soit interrompu. Mais c'est l'idée. C'était l'idée d'avoir un objet qui permette de travailler de l'interdisciplinarité dans une perspective de recherche, de se dire, OK, on a un même objet, un même artefact. Comment ça peut être une espèce de boîte qui va nous permettre de faire jaillir des représentations, et de déconstruire des concepts, d'identifier les réalités.
Alors, je pense pas qu'on puisse s'en servir vraiment pour faire de la stratégie, de planification, en prévision. Il n'a pas, je pense, il a pas cette dimension-là. Mais en termes d'exploitation, il nous semble vraiment très très riche. Et c'est aussi un enseignement pour nous, de se dire une expérience ludique pas si folle que ça. Parfois peut avoir un enseignement qui, à mon avis, doit être impactant. Donc nous, on le proposera, c'est certain, à nos collègues, en particulier à l'IAE, en sciences économiques. Avec l'idée qu'il y a un très bon livret et qu'il faut un très bon débriefing. Si on résume. Oui, alors faudra un accompagnement fort pour l'explication de règles, je pense. Parce que ça fait une marche vraiment trop haute. Si on n'a pas des joueurs qui sont un peu habitués à la construction de la partie de gestion de cartes, elle est pas folle parce que c'est un peu les mêmes cartes, elles reviennent souvent, j'ai l'impression. Mais voilà, il y a une marche d'apprentissage des règles qui est assez importante. Donc là, il y a besoin d'accompagnement. Et si on n'a pas une grosse culture ludique, et chez nos étudiants, on trouvera toujours des étudiants qui... Et derrière, effectivement, de toute façon, naturellement, il faut construire une séquence d'analyse, de débriefing et de recontextualisation. Donc un bel avenir pédagogique pour Hégémonie. Si vous avez rien à ajouter pour le moment sur le jeu, et si on n'a pas de questions particulières, merci. On va passer à notre quiz de culture ludique et ludopédagogique. Quelle mise en danger terrible. Voilà, tu insistais à l'instant sur l'importance de la culture ludique pour pouvoir accompagner les enseignants. Donc on va voir si vous êtes au point. Et donc là, c'est Lucie Tamboise qui aujourd'hui a conçu ce jeu pour nous. Donc l'idée, c'est un petit peu de voir si vous êtes de bons ludopédagogues, mais je n'en doute pas. On vous met dans un contexte donc, où vous devez conseiller des enseignants. J'ai devant moi 3 boîtes dans lesquelles il y a des petits papiers. Moi, je conseillerais de prendre la boîte à droite. Alors, je vais tirer un papier de chaque boîte. 3 boîtes, donc les papiers dedans indiquent soit une durée ou une contrainte d'enseignement, première boîte, une discipline universitaire, deuxième boîte, et un profil majoritaire de joueurs. Donc là, on a un petit peu généralisé, évidemment. Mais donc vous allez imaginer que vous êtes face à une classe qui a un profil Bartle, donc Explorer, Killer, Achiever, Socializer. Et on a ajouté joueur débutant, joueur confirmé, voire joueur réticent. Donc on vous donne ces 3... Un joueur réticent est-il toujours un joueur ? Il y a un piège. Eh ben, c'est une très bonne question que je me suis posée en l'écrivant. Un participant réticent au jeu. Donc à chaque fois, vous avez 3 contraintes-là et on vous invite donc à nous proposer un jeu adapté, éventuellement le plus vite possible. Je propose ça en 3 points. Il y aura une question bonus. Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts. Donc, première... Vous pouvez jouer en ligne aussi. Et vous pouvez jouer avec nous. On a toujours des magnifiques t-shirts à vous faire gagner du Gaming Lab. Des tasses, tasses, des bouteilles qui n'ont plus la moindre publicité. On mettra un autocollant Gaming Lab dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas effectivement à commenter dans le chat et Lucie nous fera remonter vos réponses. Première, donc je vous rappelle, il faut trouver un jeu adapté. Première contrainte de temps... Non, contrainte d'espace. Nous sommes en amphithéâtre. Nous sommes en amphithéâtre avec un public de joueurs confirmés et nous sommes en sciences du langage. Quel jeu pourriez-vous... Alors pour l'instant, on n'a pas mis de compétences à développer particulièrement. On fait un contexte. Ouais. Amphithéâtre, c'est toujours compliqué. Si, moi je vois des trucs. Moi en amphithéâtre, j'aime bien les... Ah, vas-y. Ah non, vas-y, c'est toi. Moi, j'aime bien les... Comme ça, je prends la parole, ça me permet de trouver des trucs. Non, mais les roll and write, je les trouve intéressants pour ça, parce que c'est des mécaniques de jeu où, en fait, voilà, j'imprime une planche, j'ai un lancer de dés ou où j'ai des cartes que je tire, enfin j'ai quelque chose que je vais pouvoir donner moi à voir depuis mon poste d'enseignant, et si même j'ai 300 étudiants, c'est pas grave, eux ils sont tous avec leur crayon, leur papier, et en fonction de ce que je vais présenter, ils vont devoir trouver la configuration la plus intéressante. S'ils sont expérimentés, ça tombe bien, parce que c'est plutôt, ça peut être des fois un peu long à expliquer ce type de jeu.
Ça peut des fois être un peu long à expliquer. Et alors, sciences du langage, là ici, c'est dur parce que je ne sais pas trop ce qu'ils y font. Non, si, je vois bien, mais en fait, ça peut quand même être très très large et en fonction de ce qu'ils veulent analyser dans les sciences du langage. Ce qui fait que moi, j'irais peut-être sur des jeux, pourquoi pas, très experts, comme Mur d'Adrien, qui est un roll and write vraiment expert, qui est un peu long. Et qui, mais après l'exploitation, elle est pas fofolle. Enfin, elle est pas côté sciences du langage, je la verrais pas trop. Le lien pour l'instant n'est pas évident. Par contre, fofolle, voilà, ce sera dans le best-of des... On fera un bêtisier en fin d'année. Ouais, et par contre, sur Trek, ça peut déjà être un peu plus intéressant. Et peut-être encore plus, moi, un Ticket to the Moon. Welcome to the Moon. Welcome to the Moon. Où ici, justement, il y a quelque chose qui renvoie à une organisation, à des associations un peu de lecture de signes, de symboles. Ok. Donc un Welcome to the Moon. En amphi, en amphi. Ok, intéressant. Et 400 personnes en sciences du langage. Rendez-vous l'année prochaine. Si vous voulez tester et nous faire un retour, on est super partant. Deuxième question. J'ai un point. Tu as un point, j'ai compris. Alors vous pouvez être en coopération. On a un point. Parce que c'est... Coopération, je suis pas sûr. Tu joues peut-être qu'à des trucs solo de toute façon. Non, mais toi qui coopères, pas très coopération. Non. Le jeu se passe pendant un semestre entier. Nous sommes avec un public de socializers, des joueurs qui aiment essentiellement jouer pour créer du lien social. Et ils sont en économie. Donc pendant un semestre, des socializers en économie. Ça peut être un jeu sur une campagne, un peu, peut-être. Si c'est sur un... Des jeux à scénario. Ouais. C'est... Un jeu de rôle, peut-être. Ouais, sur les durées comme ça, oui, un jeu de rôle. Est-ce que vous connaissez des jeux de rôle en économie qui se prêteraient en tout cas à... Alors après, l'économie, c'est pareil. Moi, je définis ça comme la science des choix. Donc, il y a des économistes peut-être qui vont dire... On conteste. On conteste complètement. Mais ce qui fait que s'il y a de la décision, s'il y a de la gestion, c'est pour moi, il y a de la rationalité, il y a de la modélisation, donc ça peut être de l'économie. Donc il y a quand même pas mal de jeux sur lesquels on peut aller dessus. Mais pourquoi pas des campagnes à Gloomhaven, quoi. Ah oui. Je me tourne vers l'expert. Quoi que Socializer, non, ils vont quand même pleurer là. Ouais, ils vont. Non, faut que ce soit sur un truc plus light en termes de. Faut que ça rigole. Enfin, que ça rigole. Non, mais il y a des jeux de rôle dans des univers qui sont très. Dans des environnements très économistes. Je sais pas, Dune par exemple, parce que l'actualité fait que. Si c'est des joueurs qui jouent des maisons, il y a plein de choses à faire. Ben moi, je t'accorde le point. Après, non, je donne à Jérôme, je veux pas d'ennui. Je veux pas d'ennui. Non, mais si c'est donné comme ça, j'en veux pas. Après, je connais pas de jeu de rôle vraiment spécifiquement économiste, je sais pas, ça doit exister. Si ça se trouve, un jeu type Hégémonie a été adapté à un jeu de rôle, enfin proposé. Après, un jeu de rôle, c'est une histoire. Le système de jeu, ça peut s'improviser. C'est pas... et une fois de plus, c'est pas parce que c'est des économistes qui doivent avoir un truc avec où c'est des mecs en costard qui se baladent en disant tu veux acheter mes 6 caves. Ça peut être des... Justement, décontextualiser dans un univers fantasy, etc., c'est assez fun, généralement. Voilà. Donc, partir sur Dune, on a une réaction ou une question? Merci beaucoup à la personne qui nous propose le dilemme du roi. Merci. Et je pense que c'est un bon conseil. Alors Puerto Rico. Alors sur des socializers, Puerto Rico c'est quand même assez lourd autour de la table. Mais par contre en termes de gestion, en termes d'économie, c'est un vrai jeu pour comptable. Ça, j'adore. Moi. C'est vraiment de l'Eurogame calculatoire. Dilemme du roi pour une campagne et tout. Mais Dilemme du roi pour une campagne où il y a quand même beaucoup de discussions. Là vraiment c'est quand même central. Si on n'aime pas trop discuter, ça va être... Et puis, il y a ce système de vote. L'histoire est forte. On pourrait presque le rendre asynchrone avec un forum, presque, quasiment, en fait. Oui. Le matériel, en fait, c'est juste des histoires qu'on...
Mais tes socializers, si tu leur dis c'est un forum et autres. Puis il y a la matérialité qui est sympa dans ce jeu-là. Ouais. Sur un semestre, en plus, c'est presque idéal parce que je crois c'est 20-30 heures, me semble-t-il. Le jeu, faut pas que je me mette dans le fond parce que je m'éloigne du micro, mais 20-30 heures sur le jeu. Voilà. Donc, on propose d'accorder le point à la personne qui a voté pour le dilemme du roi. Bravo à vous. Dernière manche. C'est pas le dilemme de le roi par hasard? Il y a le dilemme de la reine qui arrive, je crois. Est-ce que c'est Damien qui nous a Oui, il est proposé déjà. Non, je crois pas qu'il soit. Damien. Il n'est pas encore sorti. Bravo. Je crois pas. Une version informatique de Dilemme du roi qui arrive aussi. Ok. Dernière manche. Le jeu doit durer 2 heures. 2 heures. Nous sommes Donc on joue sans Arthur. avec un profil de killer, donc des joueurs qui aiment la compétition, qui aiment faire du mal aux autres pendant qu'ils jouent. Non, qui jouent pour gagner aussi. Vous pouvez évidemment compléter ce que je... 2 heures profil de killer en littérature. Ah bah le jeu avec Oui, les idées, là, les petites lettres là, que vous adorez là, comment ça s'appelle? Mixmo. Moi je joue plus à Mixmo. Il est horrible ce jeu, je peux pas jouer. 2 heures la partie là, on n'est pas 2 heures, c'est long. 2 heures c'est long. Non mais t'en fais 2. Mais quoi. une fois... Mixmo, c'est vrai. Le Scrabble. Alors après ça dépend ce qu'on... toujours pareil, hein, c'est la qualification générale de l'objet. Enfin, un public et une discipline, c'est pas un objectif pédagogique. Oui, en fait. on est sur un grain plus fin. Il faudrait qu'on voit exactement en littérature ce qu'on veut y faire. Donc il y a le côté quand même agonistique là, on cherche quand même à être avant les autres, plus fort que les autres. Littérature, parce qu'en fait Mixmo, est-ce que connaître des mots, les associer les uns aux autres, c'est la littérature? Donc l'Eduteam nous propose Fiasco. Est-ce que quelqu'un connaît Fiasco? Moi je connais pas Fiasco. Fiasco. Il n'a pas très bien marché, je crois. Pardon. Fiasco. Alors on ne connaît pas, mais si vous voulez nous en dire un peu plus dans le chat, on sera très content de faire une petite présentation en direct. Oui. Les Story Cube, éventuellement. Ouais, mais c'est sur la durée, 2 heures. Quoi. Si c'est 2 heures d'expérience de jeu, le Story Cube, il faut en faire un paquet de... Ouais, bah faut compléter l'histoire, quoi. Et c'est plutôt coopératif que... Si tu mets des défis... Et PSOA ou... Ça, c'est des jeux, moi je trouve que pour moi, c'est plus des jeux de littérature, PSOA, mais par contre, la mécanique de jeu est plutôt sur un système mou de gestion. Il n'y a pas de littérature dans PSOA. Bah, on est sur... si, parce qu'on il y a juste le personnage de PSOA, c'est ça, c'est mais tout, quoi. C'est ça aussi la littérature. C'est pas forcément... oui, non, mais je vois bien. Papa fume une pipe non, mais je cherchais un truc de littérature de base. Quand j'étais... J'ai oublié. Et maman prépare à manger, c'était ça quand j'apprenais à lire. Il y avait un jeu, Nouvelle Contrée, je crois, qui était un jeu à base de marque-pages on choisit un livre de notre bibliothèque et on choisit un point de départ, un point d'arrivée et c'est une sorte de voyage dans ce livre. Alors ça dure pas 2 heures. J'ai ça à la maison, je l'ai jamais ramené. Tiens, je ramène ça. Ça a l'air bien. Et les joueurs sont en compétition. Et je ne sais plus. J'ai joué une fois et je ne sais plus. Mais je le ramènerai. Voilà, mais un jeu assez original où on joue dans un livre avec des marque-pages. Et sur... sinon, enfin, j'en reviens toujours au jeu de rôle, mais le jeu de rôle, je regarde en même temps ce qu'est Fiasco, parce que ça me... utilisé en cours dans le même cadre que les contraintes qui ont été tirées de là, et c'est un apprentissage super rapide. Bon, on parle de Fiasco, hein, c'est ça? Ouais. Fiasco, donc un apprentissage rapide. Et c'est la boîte me dit quelque chose. D'accord, c'est pas tout jeune, ça. Ouais. Ok. Et oui, parce que sinon... comment ça s'appelle sur des jeux narratifs compétitifs, il n'y a pas des masses. Mais sur du narratif, on peut trouver des choses. Ouais. Parce qu'en narratif, nous, on a beaucoup de coopératifs. Ouais. On avait Robin des Bois, Oltré. Je pensais, moi, à Détective Conseil, à Sherlock Holmes. Ah, qui quelque part, alors c'est pas non plus le truc du killer, il va quand même il va être déçu le killer qu'on a invité à la soirée, mais quelque part, je trouve que là ici on est plus dans l'exercice littéraire, on a quand même une exploration de différents documents, des matériaux, on doit lire, enfin il y a beaucoup de lectures. Et une murder party.
et une murder party. Mais merci Nicolas de... Choup. Bah, peut-être que finalement la murder party serait très appropriée. Ça peut durer effectivement 2 heures. On peut être le seul à gagner et c'est complètement accessible, comme on l'avait vu dans le dernier épisode, à vulgariser par exemple ou à transmettre un enseignement littéraire. Ouais. Non mais désolé Jérôme, j'ai envie de donner le point à Nicolas. Où est la personne qui a proposé Fiasco, hein. Ou à le donne à la Edith personne. Sim. Merci Edith. Ok, ben on prendra les... Alors, peut-être une question bonus. Ah, je disais, ah bon? Parce que tu voulais encore jouer. Ah non, moi je disais, non, c'était fini. Non, c'est une question bonus, elle est très courte. Petite question jeu vidéo. Quel est le premier jeu à avoir été joué dans l'espace? Le premier jeu, est-ce qu'on considère que... C'est pas Pong? Non. Est-ce qu'on considère que, techniquement, c'est quoi que tu appelles l'espace? Est-ce que c'est l'espace qui est là? Est-ce que dans la troposphère ou l'ozonosphère, parce qu'on est quand même encore dans une couche de l'atmosphère, est-ce que dans l'espace, c'est vraiment qu'on a quitté On n'est pas l'atmosphère? dans l'espace quand on est dans l'atmosphère encore. Bah oui, mais du coup, la station spatiale, elle n'est pas dans l'espace. Bon, si vous n'avez pas la réponse. Ah, moi, j'ai gagné du temps, moi. En coulisses Le premier jeu à avoir joué tes jeux. Oui. C'est toi qui le suggère ou c'est le public? Donc, Arthur, C'est toi qui le suggère ou t'as regardé sur ton téléphone? C'était bien, Ah. selon mes sources internet, c'est bien Tetris, le premier jeu. Tetris, ouais. Bah, merci à vous trois, merci au public pour ce petit quiz. Vous prenez les... Donc on a testé vos compétences plutôt satisfaisantes de ludopédagogie. Plutôt satisfaisantes. On vous félicite. Ce qui nous mène tout naturellement vers le point suivant, qui est notre bilan du projet Loop. Oui. Puisque donc, c'était le projet visant à développer la ludopédagogie dans l'enseignement supérieur, qui est arrivé à son terme le mois dernier. Oui. Et j'ai envoyé le rapport au ministère hier, avec juste 10 jours de retard. Bravo. Non, en fait, j'en suis pas fier. Mais il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Donc, oui, c'est intéressant parce que ce projet devient un dispositif. Donc, un projet, c'est quelque chose qui a une date de fin. Et donc, le projet, là, il durait de février 2022 à mars 2024. Et ça devient un dispositif dans la mesure où on stabilise une équipe, on stabilise les actions. Et donc aussi, on sacralise, on sanctuarise, c'est le terme maintenant qu'il faut utiliser, un budget pour pouvoir le mettre en place. Et puis derrière, on a aussi un certain modèle économique qui va nous permettre de pouvoir continuer à la lancée de ce qui avait été à la base issu d'un financement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc pour rappel, le projet Loop avait 5 objectifs. C'est peut-être une question. Ça me va très bien. Développer un climat de confiance autour des pratiques ludopédagogiques, parce qu'il y avait cet enjeu de la légitimité qui était fort vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de ses étudiants, vis-à-vis de sa gouvernance. On avait l'ambition de le faire à la fois à l'échelle de notre établissement, mais aussi en partenariat avec d'autres établissements à l'extérieur. Deuxième objectif, c'était d'offrir une offre de formation à la fois critique et pratique. Donc de s'appuyer sur les dernières avancées en matière de ludopédagogie. Alors j'ai beaucoup de respect pour Roger Caillois, qui a écrit Des jeux et des hommes en 1958, enfin 56-58, ça dépend comment on regarde les choses, mais il s'est quand même fait beaucoup de choses depuis lors. Et donc quand il y a des experts ou experts plus ou moins autoproclamés qui nous sortent du Roger Caillois et bon, cela dit, Bartol, c'est pareil, on pourrait faire mieux. Enfin, on utilise même autre chose, mais voilà, ça fixe des cadres. Donc l'idée, c'était d'avoir cette offre de formation, de construire et d'animer une communauté de pratique à l'interne et externe, de soutenir le déploiement de l'approche par compétences au moyen du jeu, puisque ça croisait aussi les objectifs de l'établissement, dans le cadre aussi de notre projet Réussite plurielle, notre nouveau cursus à l'université. Et l'idée aussi, le dernier objectif, était de valoriser scientifiquement les différentes actions qu'on pourrait faire, d'avoir un adossement recherche et d'avoir une valorisation recherche de ce que l'on faisait. Donc, dans les choses qu'on a fait, j'ai l'impression d'être dans, je ne sais plus quel Astérix, il y a ça où on donne tous les ça c'est une nouvelle question. Dans quel Astérix on donne le nombre de crayons qui ont été utilisés? C'est peut-être Astérix chez les Belges, je ne sais plus. Enfin, non, c'est peut-être Astérix et Cléopâtre.
où à la fin, il y a le nombre de mines de crayons qui ont été utilisées, et ainsi de suite. On ne sait pas comparer d'Astérix aujourd'hui, mais ok. Ok, bon. Astérix, c'est un... Ouais. Donc, on avait plusieurs directions et concrètement, on a mené un certain nombre d'actions, des actions de formation, donc qui étaient sous la forme d'ateliers présentiels. On a fait un SOOC, c'était déjà il y a 2 ans, donc un petit MOOC, un Small Online Open Course, qui était plutôt sur la création du jeu pédagogique. Et on va faire le 4e bootcamp là, au mois de mai, je l'intègre dedans. Et ce qui fait qu'on a touché 258 personnes qui ont été touchées par des actions de formation. Alors, je ne dis pas qu'elles ont été formées parce que, en fait, c'est pas parce qu'on fait 3, même 35 heures autour de la ludopédagogie que, voilà, on initie un processus ou une réflexion où on essaye de mettre en place des réflexes de posture, des conseils de lecture. Mais voilà, donc 285 personnes formées, ce qui est intéressant. Et ce qui est intéressant à l'échelle de notre établissement, c'est que ça touche 6,8% de nos enseignants à l'université. Ce qui est intéressant, on avait un indicateur qui était jalonné à 5%. Donc c'est intéressant. Et sur les 285 personnes qui ont reçu ces actions de formation, 45% sont hors université de Caen. C'était aussi un de nos objectifs d'aller dessus. Donc il y avait de la formation, c'est un gros volet et il y a vraiment ce besoin de formation à la ludopédagogie qui nous semble manifeste et criant et qui n'est pas soldé avec notre projet. Il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. Des actions d'expérimentation et de recherche. On a eu un gros travail et je pense que ce sera l'occasion lors de le prochain live de peut-être en parler, de promouvoir la plateforme sur laquelle on peut avoir en open data toutes les fiches qu'on a pu analyser et qui croisent. Donc on a analysé, on était parti de façon ambitieuse à avoir un corpus de 500 jeux analysés. On est plutôt à la moitié. Et quelque part, c'était de croiser compétences académiques, mécanique de jeu et nom de jeu. C'est un peu ça l'idée, et profil de joueur éventuellement. Donc ça, on a fait un certain nombre, et donc on a une base de données qui est opérationnelle et qui va continuer à être alimentée. On a accompagné finalement 60 porteurs de projets au cours des 2 ans, donc 60 porteurs de projets de création de jeu. Alors des fois, l'accompagnement conduisait à dire on ne fera pas de jeu, mais c'est aussi des accompagnements. Et au niveau recherche, 25 contributions en colloque. Sur les 2 ans, c'est pas si mal, parce que ça fait plus d'une contribution par mois si on ramène ça. Alors, dans les faits, il y a des saisons pour les colloques, mais voilà, ce qui fait que, et même en ayant fait beaucoup, j'ai l'impression d'en rater beaucoup, parce que c'était souvent moi qui prenais le petit bâton pour aller parler et présenter le projet et ce qu'on fait ici. Mais il y a une vraie dynamique, il y a énormément de dates, de lieux, d'endroits où on réfléchit plus ou moins directement sur la ludopédagogie ou sur le jeu en général. Dans les éléments qui nous semblent importants par rapport au déploiement de l'approche ludopédagogique, il y a la question de la culturation au jeu. Et donc on a eu des actions de la culturation, des game sessions ouvertes, des game sessions des fois qui étaient plus fermées au sein de l'équipe, des lives, Twitch comme on a fait, et on a aussi fait des learning expéditions où on partait voir d'autres établissements, éventuellement des fois dans un champ plus commercial. On a fait des salons comme à Essen. Donc on a fait 5. Et donc sur les game sessions, si on les associe toutes, il y en a 82 sur les 2 ans. 318 personnes, 184 personnes qui ont suivi. Alors il n'y a pas de double compte dans les live Twitch, particulièrement en replay. Et enfin, on avait des actions de conception et de médiation. On a découvert que la médiation scientifique par le jeu était une très bonne façon de pouvoir accrocher sur des questions pédagogiques des chercheurs qui ne s'intéressent pas spécialement à la pédagogie. Ils s'intéressent à la recherche, et pour en parler, le jeu est des fois un vecteur intéressant. C'était tout le projet Laboratoria dont on a déjà parlé. Donc on a fait 18 game jams qui ont rassemblé 202 personnes sur les 2 ans. 34 jeux qui ont été mis en cahier des charges. Donc il y a des fois des jeux qui vivent leur propre vie indépendamment de celles que nous on va faire, mais sur de l'accompagnement. Et 9 actions de médiation scientifique qui ont réuni 230 personnes. Ce qui fait que on a fait, alors ça fait vraiment les chiffres, on sent que j'étais dans le rapport ministériel hier, mais c'est 151 événements sur les 2 ans.
Donc si on met toutes ces actions et qu'on les met en événements, et donc 151 événements sur 2 ans, si on enlève les semaines de vacances, qu'on compte 40 semaines, sur 2 ans, ça fait presque 2 événements par semaine. Donc, alors ça m'a valu des fois des commentaires plus ou moins aimables de mes collègues en disant mais on ne parle que de jeux à l'université, mais c'était un des objectifs et on a occupé le terrain de cette et donc avoir une variété d'actions et une densité d'actions, ça me semble important si on veut justement pas être justement sur du saupoudrage ou juste de l'action décorative. Et sur ces 151 événements, donc 40% ont eu lieu à l'extérieur de l'université de Caen et du campus central. Donc il y avait l'ambition d'aller sur d'autres campus et d'aller ailleurs, en ligne ou aussi à l'étranger. Et au final, l'ensemble des actions du projet Loop a touché 2519 personnes. Donc sans double compte, là où des fois il y a des doubles comptes qui sont plus ou moins vérifiables par rapport notamment aux conférences. Des fois on a du mal à savoir si il y en a un petit peu, mais bon, globalement ça donne un ordre d'idée de 2000-2500 personnes qui sont touchés sur un projet de 2 ans et avec globalement 40% d'enseignants-chercheurs et 20% d'ingénieurs pédagogiques. On a 20% d'étudiants et puis après c'est sur des acteurs du scolaire, du secondaire, donc des enseignants du secondaire ou des formateurs de la formation professionnelle. Donc voilà, donc on a un bilan qui est satisfaisant, on a raté des choses, je ne sais pas si on me posera la question, mais il y a deux, trois trucs qu'on n'a pas réussi à faire, c'est bien, ça nous donne envie pour la suite. Et en tout cas, on est tellement satisfait qu'on va continuer. Bon, c'était un peu ma question, c'est qu'est-ce que la suite du projet Loop? Ah, on a une question. Oui, c'est Justine qui demande si la suite du colloque de décembre est bientôt sortie. Alors, la contribution du colloque, donc les journées scientifiques les journées scientifiques ludopédagogie 5 et 6 décembre. Donc dans cette perspective-là, donc on est en train de vraiment le finaliser. Théoriquement, ça sort le 15 avril prochain. Donc la semaine prochaine, c'est ce qui me semblait. Donc le texte est quasiment établi et le comité programme a presque terminé tout le travail. Donc ça, c'est plutôt sur la suite. Donc dans les actions, on va continuer à aller voir d'autres collègues dans des universités. On va aller à Lille, à Toulon, en Norvège la semaine prochaine. C'est sympa. Enfin, c'est sympa parce que vous dites non parce que vous n'y allez pas, mais pour ceux qui y vont, ça va être sympa. Parce que la question de la ludopédagogie ou le game-based learning, ça intéresse aussi à l'étranger. Et pareil, on rate des événements parce que là, si les collègues d'EduTeam, il y a 2 journées extrêmement intéressantes qui ont lieu, je crois, mais ça pourrait être corrigé. Je crois que c'est le 16, 17 et 18 ou 17, 18 ou 16, 17 mai prochain, les journées scientifiques en ligne. En plus, là, c'est complètement gratuit, donc il y a des replays qui sont très intéressants. Et nous, ça tombe malheureusement sur notre semaine de bootcamp du 13 au 17. Et comme on les avait fixés super longtemps à l'avance, voilà, on fera mieux la fois prochaine. Oui, des journées scientifiques, on a comme projet. Et dans les autres actions, ça va être aussi de travailler sur ce qu'on n'a pas réussi dans le projet. À savoir le portage d'un label. On aimerait bien avoir une labellisation. Alors pas le label au sens AFNOR, avec des centres de certification qui viendraient labelliser les choses, mais au sens plutôt du Learning Nablet Mode, c'est-à-dire avec un cahier des charges sur la façon dont on conçoit, la façon dont on adosse à de la recherche, la façon dont on anime les choses. Donc pour les créations de jeux, je pense qu'il y a plein d'occasions où c'est bien de détourner des jeux existants, mais pour ceux qui veulent se lancer dans la création de jeux, de pouvoir avoir un label. Et bien sûr, un établissement, l'Université de Caen, même si on fait des choses, on n'est pas légitime à labelliser d'autres universités, avec un portage qui soit sur un acteur national. On avait pensé au début, on a travaillé avec l'agence nationale, l'Association nationale de la recherche en technologie, la NRT. Il y a eu un truc qui a été fait, mais voilà, je ne trouve pas que ce soit encore satisfaisant, et on va reprendre les choses au sein du GIP Ikigai. Voilà. Et donc, on a avec cette idée de labelliser ce qui sort. On a aussi des idées de faire un concours de prototypes de jeux pédagogiques. Aussi, voilà. Donc, plein d'autres projets. Et donc, c'est un dispositif. C'est pas quelque chose qu'on conçoit d'arrêter. Au point qu'on l'a inscrit dans le projet d'établissement et dans la politique d'établissement de l'université.
Et est-ce qu'il y a d'autres universités qui ont importé la méthode Loop ? Alors, importer la méthode Loop, je dirais non. Après, il y a beaucoup d'endroits qui sont très dynamiques. Ici, on bénéficie, je pense, et on bénéficie d'un soutien institutionnel fort. Alors, c'est facile parce qu'il y a un vice-président qui est super enthousiaste sur la question. Mais mais même avant, on avait quand même développé des jeux. Il y avait eu des jeux qui avaient été développés. Il y avait eu un projet FEDER, il y avait eu des projets Erasmus+, il y avait eu des AMI ministériels, tout ce qui fait que c'est pas tout à fait récent, mais il y a un soutien institutionnel et ça c'est indispensable. Donc il y a d'autres universités qui soutiennent ce développement-là. Je pense à l'université de Poitiers, l'université de Grenoble, l'université de Lille, l'université de Rennes. Les collègues de l'université de Rennes 2 font aussi des trucs super, mais c'est plus à Rennes 1 où vraiment là leur projet d'MOES c'est pédagogie par le jeu. Et après, se mettent aussi en place dans beaucoup d'universités des communautés de pratique entre enseignants où on partage des veilles et on se forme, on s'auto-forme, on se documente. Donc c'est pareil, ça c'est extrêmement enthousiasmant de se dire qu'on vit un temps où justement on a tous ces éléments-là. Après, ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir à l'intérieur, à mon avis, d'un établissement, une espèce de cohérence méthodologique et presque éditoriale. J'ai envie de dire, je parle toujours de ligne éditoriale, mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette idée de le porter à l'échelle d'un établissement en se disant voilà, on essaie de faire les choses en cohérence et que derrière on s'appuie un peu aussi sur des éléments méthodologiques qui sont un petit peu construits de la même façon ou sur des traces pour vérifier si l'évaluation des évaluations qui génèrent des traces qui peuvent donner lieu à des comparaisons et qu'on sorte des fois les étudiants étaient contents, j'ai fait un questionnaire et ils disaient qu'ils étaient contents. Voilà, qu'on dépasse ça et qu'on aille un petit peu quantifier pour pouvoir croiser. Derrière, on a des ambitions de faire des méta-enquêtes et de pouvoir asseoir toujours plus l'intérêt et les limites de la ludopédagogie. C'est intéressant aussi quand les établissements partagent, et c'est quand même globalement aussi le cas, partagent les ressources. Et la clé, et je vais essayer de ne pas pleurer en le disant. Non, mais la clé, c'est d'avoir une équipe dédiée, je pense. Et peut-être que ça, c'est quelque chose sur lequel notre établissement est en avance, d'avoir une équipe dédiée de personnes qui travaillent soit complètement uniquement à ça, soit quasiment exclusivement à ça, mais d'avoir vraiment cette centralité. Et ça, c'est intéressant, qui plus est quand il y a des gens de valeur, comme tous ceux qui m'entourent. J'espère qu'il y aura une petite musique un petit peu émouvante. Et la dernière chose, et c'est peut-être là aussi où on a une spécificité et qui nous permet d'avoir une équipe et pouvoir continuer à avoir des achats de jeux, c'est qu'on a un modèle économique derrière en tête et que si on veut que ça dure, faut qu'on arrive à dégager, de se dire là on sécurise 150, 200, 250 000 euros chaque année pour ce type de projet, pour pouvoir payer des gens, pour pouvoir et pour ce faire, on peut aller chercher des appels à projets. On peut essayer d'aller récupérer des contrats de recherche. Je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça. Nous, on est parti sur des principes de prestation d'offres de services en faisant du conseil, de l'accompagnement d'acteurs, entreprises, associations, autres acteurs de la formation, et aussi en faisant de la formation. Donc prestation de services ou prestation de formation. Et donc, avec des prestations un peu commerciales de formation qui, c'est pas pour le plaisir de faire de l'argent, on n'est pas plus riche à la fin de la journée, mais par contre, ça permet de stabiliser une équipe et stabiliser des dispositifs. Et ça on va les mettre en place dans une offre certifiante dans le cadre du projet Digital FCU, donc un consortium de 19 universités avec Ikigai, le réseau Anstia et Fun, et de porter une offre de micro-certification. On va avoir un certain nombre de briques et également un diplôme interuniversitaire à partir de l'année prochaine avec un coportage Université de Lille et Université de Brest, de Bretagne occidentale. L'UBO, c'est à chaque fois j'ai envie de dire que c'est Brest, mais c'est... Donc voilà. Plein de projets très réjouissants. Est-ce qu'on a une question dans le public par rapport à tout ça ?
Merci beaucoup Jérôme pour ce bilan très complet. Tous les chiffres sont à retrouver. Tous les chiffres sont à retrouver dans le replay qui sera disponible sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen. Le quiz de la semaine prochaine, ça sera... Alors le prochain live, si je ne m'abuse, sera pendant le bootcamp le 16 mai. Donc vous allez découvrir les coulisses de notre formation intensive à la ludopédagogie. Et puis ce sera même pendant la Game Jam, je crois, de la semaine, me semble-t-il, le jeudi. Et on Ce sera le soir, vers quoi. 17h, je crois. Pas sera, à midi, ouais. Et ce sera en soirée, à l'heure de ce qu'on appelle chez nous la collation. Donc Ils 16 mai pour le présenteront leur goûter. jeu. Oui, leur Donc, projet, Leur prototype. leur prototype. Ça risque d'être un beau live. Ouais, C'est toujours. Donc je vais conclure en vous remerciant tous. Merci. Et Arthur tiens, et vous Lucie. faites une... Et on remercie Et aussi Olivier. j'allais y venir, figure-toi. Que on remercie évidemment Olivier Cosme à la réalisation, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Merci à vous dans le public, merci les du team d'avoir largement participé. À la prochaine fois, le 16 mai, et bonne journée à tous. Au revoir. Merci.